Nous allons parler dans cette session de comment mesurer tous les signaux qui gravitent autour du calculateur d'injection. Et pour cela, on va utiliser un convertisseur analogique numérique. Ce microcontrôleur dispose de deux convertisseurs analogiques numériques qui permet donc de mesurer des tensions. Il existe plusieurs types de convertisseurs, des flash, des détal sigma. Celui-ci est à approximation successive. C'est-à-dire que le cœur SAR là, est composé d'une entrée, parmi toutes les entrées ici des signaux que l'on veut mesurer. À l'intérieur, il a un convertisseur numérique analogique qui est piloté par tout un système interne qui va donc générer une tension qui va correspondre à peu près à la moitié de la dynamique de résolution du convertisseur. Et cette tension-là va être comparée au signal d'entrée. Et s'il est supérieur ou inférieur, ça va fixer le premier bit de sortie. En fonction du résultat, il va diviser par deux la plage de tension restante et par comparaison successive, il va pouvoir établir tous les bits du mot dont on a besoin pour quantifier la mesure. Pour faire tout ce séquencement-là, il a besoin d'une horloge et il est donc important avant tout de définir correctement les horloges pour qu'on puisse avoir une idée du temps que la conversion va mettre et aussi vérifier qu'on ne sort pas des caractéristiques électriques de ce que peut supporter ce système. On a vu que lors du démarrage du microcontrôleur, on arrivait directement à cette adresse. Ici, je ne vais pas en débattre, mais c'est un périphérique qui permet de superviser les alimentations et de faire différentes choses. On a vu aussi à quoi pouvait servir le watchdog et comment le dévalider pour pouvoir débugger le programme. On a vu aussi qu'il y avait une possibilité d'alimenter ou pas les périphériques. Donc là, je l'ai complété avec des périphériques que j'utilise, notamment les deux UART, l'I2C, tous les ports, le timer low power, les DAC, les ADC, les timers, etc. Donc j'ai vraiment là alimenté tout ce dont j'avais besoin. Donc ici, c'est les petites routines qui permettent d'initialiser tous les périphériques, aussi bien 32 bits que 8 bits. Donc j'ai deux routines séparées pour cela. Ensuite, ici, je lance les interruptions pour pouvoir utiliser l'interface série. Donc on ne va pas en débattre tout de suite de ce que je fais avec l'interface série, mais ça me permet d'afficher des messages sur un terminal pour vérifier le cheminement du fonctionnement du programme. À la mise sous tension, donc sur l'interface série, on va avoir un petit message de bienvenue. On va afficher l'identification du microcontrôleur. On va aussi gérer toute la partie clock du système et envoyer sur l'interface série si la configuration a été bonne ou pas. La configuration des horloges après un reset est documentée. C'est d'ailleurs un peu une usine à gaz. Donc j'ai extrait de la documentation quelques images. Donc on a tout un système ici avec des oscillateurs internes qui sont calibrés en usine à 32,768 kHz. Et par défaut, il y a un aiguillage qui est fait de cet oscillateur-là vers une boucle à verrouillage de fréquence, FLL, qui va multiplier par 640 cette fréquence-là. Donc on va obtenir à la sortie de la FLL pratiquement 21 MHz. Et ces 20 MHz-là vont être distribués après des modules de division avec un rapport 1 ici, un rapport de 2 pour ces deux-là, vont être distribués sur les différents ensembles du microcontrôleur, au premier rang duquel le Cortex M0, certains périphériques rapides, donc ils vont être directement associés à cette fréquence-là, puisqu'il n'y a pas de division, et les autres, notamment la mémoire flash, vont être alimentés en horloge avec un rapport 2, et ce qui nous intéresse, notamment la clock ADC, à 10 MHz. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ces oscillateurs-là sont en fin de compte de type RC, même s'ils sont trimés trimés, c'est-à-dire ajustés à ces valeurs-là en usine, ils dérivent quand même pas mal en température. D'où l'idée d'utiliser un quartz externe. Ok, pour utiliser un quartz externe, mais jusqu'à quelle valeur on peut monter ici?
Et d'ailleurs, quelle est la fréquence de cœur maximum que je peux donner au Cortex M0 dans cet environnement-là, ainsi qu'à la flash et aux autres périphériques. Et cela, on va trouver ça dans la documentation que l'on trouve ici. Donc avec un mode de fonctionnement normal, on voit que la fréquence du cœur peut monter jusqu'à 48 MHz, celle des autres bus, notamment la mémoire flash, à 24 MHz, et dans les modes high speed, on peut monter jusqu'à 75 MHz et 25 MHz pour les autres périphériques et notamment la mémoire. Alors pourquoi ne pas pédaler à fond tout de suite? Après, c'est un souci de dissipation thermique, puisque plus on monte en fréquence, plus les consommations vont augmenter et plus mon périphérique risque de ne pas pouvoir dissiper toute la chaleur liée à cette fréquence de fonctionnement. Donc il est sage d'estimer à peu près ce dont on a besoin. Et comme il s'agit de moteurs avec des déplacements mécaniques, on n'a pas besoin d'énormément de vitesse. On fera l'estimation un peu plus tard. Donc là, on peut se dire, chouette, hein, je vais utiliser un quartz ici d'une cinquantaine de mégas. Mais il y a quand même un problème qui se pose, c'est-à-dire que ici, pour mettre un quartz et non pas un oscillateur, c'est-à-dire que là, on va faire appel à une circuiterie analogique à l'intérieur qui va se mettre à osciller, eh bien, on est limité. Et cette limitation, elle apparaît toujours dans les caractéristiques électriques, un petit peu plus loin, ce qui n'est pas forcément très judicieux de la part des concepteurs de cette doc. Voilà, oscillateur frequency spécification. Donc on s'aperçoit dans son mode oscillateur le plus élevé, on ne peut pas excéder 32 MHz, ce qui est quand même relativement pénible. Et si au niveau des entrées externes, on met un oscillateur qui délivre un signal déjà mis en forme, on ne peut pas excéder 50 MHz. D'où l'idée d'utiliser la FLL pour retrouver des fréquences qui s'approchent des 50 MHz en interne. Alors on va me demander aussi probablement pourquoi je choisis ces fréquences un peu bizarres, là, 46.08. C'est tout simplement pour être divisé avec des nombres entiers en puissance de 2, ça permet d'avoir des UART qui ont un baud rate generator qui va avoir 0% d'erreur sur sa génération de flux de données. Donc on a vu qu'ici c'était mort pour avoir des quartz à cette fréquence-là, donc on va changer de cheminement. Hop, on va utiliser un quartz donc compatible aussi avec des UART et compatible avec l'entrée là à 18 mégas. On va ramener par une division cette valeur de 18 mégas à 36 kg qu'on va multiplier par 1280 par la boucle à verrouillage de fréquence et on va avoir à ce moment-là une fréquence à 46 MHz qu'on va distribuer sur le cœur et à 23 MHz pour la flash et les autres périphériques. Et on est bien cette fois-ci compatible avec des fréquences à tout point de vue, aussi bien au niveau des périphériques, que de la flash, que du cœur du micro et de l'oscillateur interne. Donc, ce qui va permettre d'utiliser des quartz à faible coût en entrée avec une stabilisation relativement importante. Avec un petit bémol quand même, c'est que la FLL ici va avoir un petit jitter, mais qui ne doit pas être trop important de mémoire, il est de quelques centaines de picosecondes. Alors voilà, c'est dans cette documentation qu'on retrouve le jitter, donc c'est-à-dire en fin de compte le tremblement sur les signaux rectangulaires que génère la FLL, qui est de 180 picosecondes. Aussi un point que je n'ai pas précisé, c'est qu'à l'entrée de la FLL, il faut que l'oscillateur soit entre 31 et 39 kHz. Donc avec notre quartz ici, qui est divisé par 512, on est à 36 kHz, qui est bien compatible avec l'entrée de la FLL. On a le multiplicateur qui est à 1280, donc les 36 kHz fois 1280, ça donne bien les 46,08 MHz. Donc on a vu que la configuration des oscillateurs passait par différents aiguillages.
Et les utilisations de tel ou tel périphérique dans ces aiguillages-là, ça définit chez NXP des modes de fonctionnement. FEI, là pour FLL Engage Internal ou FLL Engage External, etc. Ça correspond à un schéma que l'on voit ici, où au reset, on est avec que des oscillateurs internes et la FLL engagée. Et ça nous met une fréquence à 20,97 MHz. Et nous, ce qu'on veut, c'est de passer de ce mode-là à celui-ci, à 46,08 MHz, en utilisant un oscillateur externe et en utilisant la FLL. Si on avait un oscillateur externe à 46,08 MHz, on utiliserait un autre mode, qui est celui-ci, où il est prudent de laisser la FLL fonctionner et d'utiliser un oscillateur externe à 46 MHz, puisque je le rappelle, on peut monter jusqu'à 50 MHz en entrée externe. Donc c'est le propos de ce code ici qui va dans un premier temps paramétrer l'oscillateur, donc la partie analogique de l'oscillateur. Si on veut avoir le détail en fin de compte de ce qui se passe en termes de commutation, là, on a vu dans le schéma où je mettais en rouge les aiguillages, etc., qui est un schéma simplifié, parce que oui, ça ressemble déjà à une usine à gaz, mais l'usine à gaz n'était pas complètement planifiée là. Donc uniquement pour la partie oscillateur ici, il y a différentes choses à mettre en place en termes de bits de configuration. Et ensuite, au niveau de la MCG, ici, là, dans ce cadre-là, on a le détail ici. C'est tous les détails des bits qu'il faut aussi paramétrer pour arriver à ces fins et obtenir le cheminement qu'on a précédemment défini. Donc le souci de cela, c'est par exemple lorsqu'on met en marche l'oscillateur, il faut attendre un certain nombre d'oscillations pour qu'il se stabilise. Donc il y a des bits à tester, mais le problème de ces bits de test-là, si pour une raison que j'ignore d'ailleurs, il y aurait une boucle infinie, j'ai pris pour habitude de, en parallèle du test, qui va en fin de compte tester si l'oscillateur est stable et qui va reboucler tant qu'il ne l'est pas, en parallèle de mettre ce qu'on appelle un timeout, un débordement. Si jamais on met vraiment trop longtemps à exécuter cette boucle-là, à ce moment-là, on sort de cette boucle, on donne un message d'alerte et on génère à ce moment-là un reset pour recommencer l'opération, mais il y aura au moins l'affichage de l'anomalie. Si l'oscillateur est OK, on affiche un message comme quoi c'est bon et on peut passer à la configuration de la FLL avec le coefficient multiplicateur ici qui va bien. Alors je pourrais en choisir plusieurs, j'ai pris pour habitude de commenter ceux que je n'utilise pas, et en phase de debug, j'ai qu'à déplacer les deux slash ici pour mettre une nouvelle valeur. Donc une fois que tout cela est engagé, il n'y a plus qu'à vérifier si le passage en mode FE est bon, et on met donc toujours le même branchement pour dire si c'est bon ou pas. Donc en générant avec un aiguillage sur le message d'erreur. Alors toujours là, la subtilité, c'est que si on n'a pas réussi à passer dans un mode ou un autre, comme on a engagé des coefficients multiplicateurs, il faut aussi corriger le baud rate de l'interface série pour que le message soit clair. Donc là, on voit que pour avoir un message à 57 600 baud à 41,9 MHz, qui serait l'état d'erreur à ce point, eh bien, il faut paramétrer les registres du baud rate de l'UART que j'utilise avec les bonnes valeurs. En attendant, si la commutation d'un mode à l'autre est bonne, à ce moment-là, on rectifie aussi le baud rate, puisque là, on va pédaler beaucoup plus vite, et on peut envoyer le message comme quoi tout est OK. Donc à ce point ici du programme, on a fini l'initialisation des horloges et on a mis des messages sur l'interface série comme quoi tout était bon. D'ailleurs, si je mets mon terminal et puis que je démarre mon micro, voilà, j'ai ici le petit message de bienvenue, j'ai ici l'identification, l'oscillateur qui est bien configuré,
l'initialisation est terminée, et ensuite il continue son programme, et là mon programme il me sort toutes les infos analogiques. J'arrête le micro, j'efface là, et je retourne à mon programme. Donc après avoir mis un message comme quoi tout est OK, on va initialiser toute la mémoire RAM, en mettant des zéros partout. C'est un peu le propos de cette boucle-là. Et là, on va s'attacher à la calibration des ADC. Alors ça, c'est une partie dans un autre programme ici qu'on appelle ADC. Là, oui, un petit speech pour expliquer comment que ça fonctionne. On a une procédure de calibration pour chaque convertisseur, hein, pour ADC 0 et puis ADC 1, qui va fixer en fin de compte différents gains, différents offsets au niveau du convertisseur à approximation successive. Donc ça, c'est clairement documenté. Bon, il faut faire l'opération, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir de ce point, les ADC sont calibrés. Donc on va revenir un peu sur le schéma du convertisseur analogique numérique. Donc en phase d'initialisation, on va spécifier une option qui est intéressante pour ce convertisseur-là, c'est-à-dire que de lui-même et de manière automatique, il est capable de moyenner jusqu'à 32 mesures tout seul dans son coin. Et une fois la conversion initialisée en écrivant dans un registre la valeur de l'aiguillage ici que l'on veut mesurer, il va signaler qu'il a terminé sa mesure au bout d'un moyen-âge de X valeurs, au maximum 32 valeurs, c'est ce qu'on va d'ailleurs retenir. Donc on va mesurer jusqu'à 32 valeurs, faire la moyenne, et le résultat sera sorti du convertisseur. Alors aussi un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est que la dynamique du convertisseur est fixée par la référence haute et la référence basse, qui est l'alimentation en 3V3 et la masse, ici le 0V du circuit, que l'on peut voir là au niveau de l'alimentation. On a VRF H et VDDA qui va bien, le GNDA qui va bien aussi, et on a quelque part voilà, VRFL pour la partie basse et VSSA, la masse analogique, d'autre part. Et au niveau du schéma, au niveau des alimentations, donc après la régulation à découpage 5 volts, la régulation linéaire à 3V3, il y a un filtrage ici pour avoir du 3V3 analogique, pour essayer de filtrer un peu tout le bruit qu'il peut y avoir sur le 3V3 ici numérique. Donc voilà pour à peu près l'organisation et la configuration de notre convertisseur, avec les détails dans la phase d'initialisation, dans le tableau qui va bien au niveau de l'ADC ici. Donc on va définir aussi en termes de résolution. Alors ils peuvent aller jusqu'à 16 bits, mais les derniers bits sont pas du tout significatifs. Hein. Déjà, pour avoir une véritable conversion 12 bits avec les derniers bits bien significatifs, c'est assez compliqué. D'où l'intérêt de faire du Moyen-Âge sur 32 conversions pour s'affranchir pas mal du bruit blanc. Donc on avait dit qu'on visait une conversion autour de 4 MHz par rapport à ce dont on a besoin. Hein. Faut savoir que ce sont, comme je disais, ce sont des pièces mécaniques en mouvement. Un moteur, même à 6000 tours minute, 6000 tours minute, ça fait du 100 tours par seconde. C'est pas énorme quand on est face à des fréquences de fonctionnement de l'ordre de 50 MHz. Hein. C'est-à-dire que le temps que le moteur fasse un tour, le cœur du micro peut faire 500 000 instructions. Donc, bon, c'est pas la peine non plus d'aller exagérer vraiment rapidement au niveau du cœur du micro ou des conversions. Il faut être raisonnable pour limiter justement les consommations. Avec une horloge visée à 4 MHz et un quartz à cette fréquence-là, en divisant la fréquence d'horloge d'entrée du convertisseur par 8, on obtient une fréquence de conversion, hein, ici, qui va alimenter ici le séquenceur du convertisseur approximation successive. On va avoir une horloge donc à 2,88 MHz. Alors qu'est-ce que ça peut donner, même si on demande des moyennages de 32 mesures? Eh bien, dans la page 365 de la doc, là, on s'aperçoit que on est face à cette petite équation pour estimer le temps.
C'est un mélange de nombre de coups d'horloge du convertisseur et du système. Et on arrive à la simplifier avec cette formule-là, ce qui nous donne, en fin de compte, pour une seule mesure de 32 moyenne, 446 microsecondes à peu près. Et comme on va balayer par convertisseur 10 entrées, hein, par exemple l'accélérateur 1, la pression d'huile, la pression d'air, une température, etc., comme ça successivement, et qu'on a 20 mesures à peu près à faire réparties sur les deux convertisseurs, donc chaque convertisseur va avoir une dizaine de mesures à faire, eh bien c'est 46 microsecondes pour faire 10 mesures en séquence, ça va durer 4,5 millisecondes, soit à peu près 224 lots de mesure, donc c'est-à-dire une information. Si par exemple je veux avoir la température de l'eau, bah, je vais avoir 224 mesures de température d'eau en une seconde. Ce qui paraît excessif puisque j'ai jamais vu quelques litres d'eau avoir sa température modifiée de plusieurs degrés plusieurs fois par seconde. Hein. C'est physiquement pas possible. Ou alors ça mettrait en place des énergies qui sont pas celles du moteur. Donc voilà, moi ça me paraît suffisant en termes de résolution et de timing de mesure. À savoir aussi que bah, ce lot de 224 mesures, je vais rajouter par-dessus un autre moyen-âge logiciel dessus, soit un total bah, de 32 x 32, hein, c'est-à-dire à peu près 1024 mesures moyennées, qui fera à peu près de mémoire 7 mesures par seconde, pour avoir en fin de compte un filtrage encore supérieur sur les valeurs indiquées. Parce que je le rappelle, hein, 12 bits de résolution, c'est pas si simple à obtenir si on veut avoir les derniers bits significatifs. Hein. Avec ce convertisseur, c'est une écriture dans ADC SC1A qui va lancer la conversion. Et ensuite, c'est le bit Coco hein, ici qui va dire si la conversion a été terminée ou pas. Et en fonction de ce bit-là, on a différentes méthodes pour aller lire la valeur convertie. Soit par logiciel, on boucle sur ce bit-là jusqu'à ce qu'il passe à 1, et à ce moment-là, on va aller lire la valeur. Soit lorsqu'il passe à 1, ça va mettre un drapeau d'interruption et on va traiter la routine d'interruption qui va faire la lecture donc, de la valeur. Donc l'avantage, c'est que tant que l'interruption n'intervient pas, on peut faire autre chose. Et il y a une autre méthode aussi qui se dispense complètement de la routine d'interruption, qui est en fin de compte l'activation, ici, du DMA pour Direct Memory Access. C'est-à-dire que lorsque la conversion va être terminée, on va invoquer une structure DMA qui est en fin de compte un mécanisme logique qui est à part du cœur du micro, qui est capable de faire des transferts automatiques entre mémoire périphérique, mémoire, etc. Donc ça a un gros intérêt, pas au niveau d'une conversion unitaire, mais lorsque l'on veut balayer plusieurs entrées, on va pouvoir balayer toutes ces entrées-là indépendamment d'une routine d'interruption et des ressources du cœur du microcontrôleur. Après donc avoir configuré les horloges, etc., et fait la calibration des convertisseurs avec le bit de DMA en fin de conversion d'activer, il va falloir renseigner, initialiser les tables TCD pour faire ce que j'ai essayé de schématiser ici. C'est-à-dire que la première instruction, si on s'occupe uniquement du convertisseur 0, le premier lancement de conversion sur ADC0 avec comme aiguillage de canal le capteur de température intégré ici. Donc dès lors qu'on va écrire cette valeur ADC0 SC1A, on va lancer une conversion sur cette entrée analogique ici. Et quand la conversion sera finie, le bit Coco ici va passer à 1 et ça va lancer l'activation du premier transfert DMA que j'ai mis sur le canal 1, le DMA canal 1. Et donc ça va faire un transfert 16 bits du résultat du convertisseur ADC0 vers la case RAM int ADC0T. Et une fois que cela sera fait, on va lui demander de lier ce canal-là au canal 0 ici, qui va aller chercher donc la valeur de l'aiguillage de l'entrée du convertisseur suivante à faire, là, qui est ADC0 SE0, qui va écrire à cette valeur-là
dans ADC0 SC1A qui va avoir pour effet de relancer une conversion. Et quand cette conversion-là sera finie, Coco repassera à 1, lancera le canal DMA, mais cette fois-ci, comme le canal DMA aura incrémenté son pointeur d'une position, on va écrire à l'adresse ADC0 SE0. C'est bien d'ailleurs celle-ci qui avait été activée précédemment. Une fois qu'il aura fait ce transfert-là, il va faire son lien avec le canal 0, qui lui aussi a incrémenté son pointeur de table et cette fois-ci va pointer sur ADC0 SE2, va le mettre dans le lancement de conversion, qui va réactiver le canal 1 qui va déposer cette fois-ci au pointeur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Et à la dernière, ici on SE14, il va lancer le dernier aiguillage sur int ADC0T. Donc lui ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il va reboucler au début. Il va initialiser la table. Nous ici sur le canal 1, on va faire plusieurs choses. Ça va s'initialiser aussi à la valeur du début de TCD et en même temps ça va générer une interruption du canal 1 qui va être traitée par la routine d'interruption qui va bien, qui va accumuler ces valeurs-là dans des registres en RAM ici avec l'extension "-m, et une fois qu'il aura fait 32 fois tout ce circuit-là, il mettra les résultats dans les registres de moyenne dédiés. Et cela va boucler indéfiniment et automatiquement TCD, DMH, Channel 1 et Channel 0 sans utiliser aucune ressource processeur. Il n'y a qu'une fois terminé le balayage de toutes ces mesures qu'il fera appel au processeur en exécutant la routine d'interruption. Ici, on voit donc une table TCD vierge avec les bits ici et les offsets de mots. Alors c'est une structure qui est polymorphe. Nous, comme on transfère qu'un seul bit dans les boucles mineures, on va utiliser cette fonction-là, EMLM de DMACR, pour configurer ce registre ici en offset 8 uniquement avec n bytes. Alors on va avoir deux tables comme ça par convertisseur. Et si on s'occupe de l'ADC 0 par exemple, on va commencer avec le canal 1. Comme on l'avait vu précédemment ici. Donc on va initialiser un transfert de ADC0RA qui va pointer sur la table ADC0 RAM pour envoyer ensuite l'information avec un lien sur le deuxième canal. Alors ça se renseigne comment? En source d'adresse, ça va bien sûr être ADC0RA. Comme pendant tous les transferts, cette valeur-là va rester constante. Il n'y aura pas donc d'offset au niveau de la source à programmer. On va lui spécifier au niveau de la source que c'est bien 16 bits. On ne va pas appliquer non plus de modulo. Et en destination, on va bien transférer une valeur de 16 bits sans modulo non plus. Quelle quantité de bits en fait on va transférer? Ça va être 2. Une fois qu'on va arriver à la fin, au dernier transfert, on n'a aucun ajustement de l'adresse source à faire. Donc ici, 0 ajustement. Au niveau de l'adresse de destination, on va prendre ADC0 RAM, la table en RAM que l'on veut renseigner. À chaque passage de boucle majeure, on va incrémenter de 2 octets. On va commencer au 10e transfert qu'on va décrémenter. Et ensuite, on fera un lien sur ADC0 vers le canal DMA0, et si c'était ADC1, vers le canal 2. Et une fois, à chaque passage de boucle majeure, ici, ça va se décrémenter, et une fois qu'on arrivera au dernier, on va recharger ce compteur-là avec cette valeur ici d'initialisation, qui va être transférée ici. On va ajuster la valeur de départ ici, comme on a eu 10 transferts de 2 octets, il faut ici l'ajuster avec la valeur -20, donc codé en hexadécimal comme ça sur 32 bits, avec un lien toujours ici qui est répercuté avec ADC0 canal 0 et si c'était ADC1 sur le canal 2. Ensuite ici ce sont des configurations un peu plus système. Alors BWC c'est au niveau de la bande passante. Si les transferts DMA étaient plus importants et qu'il ne ferait que des transferts DMA, 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 il mobiliserait en fin de compte la mémoire de destination. Donc le fait de lui spécifier ici une valeur autre que 0,
ça va l'obliger de faire une petite pause. Et si le cœur du micro, pendant cette pause-là, a besoin de l'accès à la ressource qu'il était en train d'utiliser, bah, ça lui libère. Donc c'est important ici de libérer de la bande passante pour le cœur du micro si jamais il se partage la même ressource. Ici, on spécifie aussi où on veut réaiguiller le lien vers le canal d'après. Donc on dit bien qu'au niveau de la fin de la boucle majeure, on repart sur un autre canal aussi. Et l'autre paramètre important aussi, c'est de mettre un 1 ici qui va déclencher l'interruption une fois que toutes les boucles majeures vont être terminées. C'est dans le schéma là, cette étape-là qui va déclencher en fin de compte l'interruption. C'est grâce à ce bit-là que c'est fait. Donc ça, c'est la première table. C'est cette table-ci qui a été configurée. Et puis pour l'autre table, on va voir comment la renseigner. Donc là, c'est différent, puisque là, il s'agit au niveau du schéma d'aller chercher les valeurs d'aiguillage du convertisseur et de le mettre dans le registre de contrôle du convertisseur pour qu'il s'exécute, qu'il change l'aiguillage et qu'il lance la conversion. Donc ça, on a une table ici ADC0 scan qui contient toutes ces valeurs-là. Donc là, on spécifie donc ADC0 scan, bon, ADC1 scan pour l'autre convertisseur. Là, cette fois-ci, il va bien y avoir une incrémentation d'une valeur à chaque passage. Ce sont des mots de 8 bits que l'on va transmettre sans modulo derrière. Donc on transfère qu'un seul bit. Il y aura fatalement un ajustement à la fin de toutes les boucles de -10, puisqu'on va faire 10 passages de n bits. Donc il va falloir rectifier l'adresse de départ à la fin de la table en réajustant là-dessus. Alors, il y a des raisons, hein. C'est si on veut définir plusieurs tables et qu'à la fin du transfert, on veut lancer une autre table, ici, on peut mettre un autre offset et ça va modifier ici la source. Mais bon, nous, on boucle toujours sur ces mêmes dizaines de valeurs. Au niveau de la destination, elle est unique, donc il n'y a pas d'offset à mettre. Et on va faire cette boucle-là 10 fois. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de lien à faire avec un autre canal, donc la définition ici de citer se fait sur tous ces mots-là. Biter, c'est toujours la valeur de rechargement une fois que citer arrive à 0. Et ici, on définit rien du tout, en fait, puisque contrairement à tout à l'heure où on définissait le canal de liaison, ici, on ne se lie à rien du tout, on fait une simple réinitialisation vers le début. Donc on libère aussi de la bande passante. Il n'y a pas ici de lien après la boucle majeure et on ne génère pas d'interruption aussi. Donc voilà la table du canal 0 et du canal 2 pour ADC1. Donc pour revenir à l'écriture de ce qu'on vient de montrer ici au niveau de l'initialisation du DMA, donc il y a un fichier spécial pour ça. Donc on branche les MA init ici. Donc on va spécifier que l'on veut que le DMA fonctionne même si on est en mode de débugage. On va avoir une boucle ici pour initialiser les 4 tables TCD, donc qui sont encadrées par TCD7 et N. Donc on voit ici TCD7 et N. Une fois qu'on aura fini, on bouclera à la fin de ces tables-là. Et là on retrouve le codage des 4 tables dont on a besoin et on retrouve les valeurs codées qui ont été expliquées précédemment graphiquement. Et une fois qu'on arrive ici, on va autoriser les sources de DMA, donc sur le canal 3 et le canal 1. Ce sont les canaux qui vont être sollicités lorsque les fins de conversion auront lieu. Et ensuite, on a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que ces tables-là, elles sont déclenchées sur des sources d'événements. Alors pour la table 0 et la table 2, c'est toujours autorisé, puisque c'est en fin de compte le lien entre le canal 1 et le canal 0 qui va déclencher l'activation du DMA. Et pour le deuxième convertisseur, c'est le canal 3 qui va déclencher le canal 2. Donc les sources sont toujours autorisées. Et puis pour le canal 1, comme source, on va prendre que c'est ADC0 Coco qui va faire l'activation. Donc la source 40, ça pourrait être un autre périphérique, mais donc nous c'est des convertisseurs, donc on va aiguiller comme cela. Et puis pour le troisième canal, là, le channel 3, là, on va utiliser l'ADC1 Coco pour lancer les conversions.
voilà, tout ça, c'est relativement simplissime. On va ici par la suite supprimer toutes les interruptions qui sont en attente pour lorsqu'on va les autoriser, éviter que ça parte en cacahuète de tous les côtés. Donc on va autoriser, en plus de l'interruption du HART qui avait précédemment, utiliser les interruptions sur le canal 1 et le canal 3. Et là, on va lancer les conversions du convertisseur 1 sur la première conversion à faire sur le multiplexeur du capteur de température interne. Donc voilà pour ADC 0. Une petite pause ici que j'ai rajoutée, parce que ça permet de décaler les transferts DMA de quelques cycles. Et ensuite l'activation de la conversion du deuxième convertisseur. Et voilà, une fois qu'on arrive à ce point-là, on a lancé tout le système infini du balayage de toutes les sources de conversion. Donc ça se fait assez simplement, et une fois que c'est lancé, ça mobilise 0 source. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Lorsque on va arriver à au dernier transfert DMA, ça va déclencher une interruption. Ici, si on regarde ici au niveau des handlers, jamais on arrivera sur le canal 0 puisqu'il ne déclenche pas d'interruption. Et ici, au niveau du canal 1, ça fait l'opération déjà d'acquitter l'interruption, d'accumuler les valeurs. Et une fois qu'on teste la valeur, une fois qu'on a fait 32 moyennes, on initialise les variables et on fait le transfert vers la valeur du résultat. Donc voilà, c'est relativement simple et ça mange pas beaucoup de ressources. Alors j'ai fait quelques mesures que je vais montrer sur le blog au niveau justement de ce que ça donne en termes d'occupation de ressources, puisque lorsque l'on rentre dans ces routines d'interruption, j'avais activé un port et désactivé le port à chaque sortie, donc ça permettait en fin de compte, en mesurant le temps où ce port-là est à 1, ça permet de mesurer le temps d'interruption. Alors si on continue à regarder le reste du programme, donc une fois que l'initialisation des DMA est faite, j'envoie un petit message sur l'interface série pour dire que l'initialisation est terminée, et ça branche sur un autre fichier là sur le label principal. Alors, principal, c'est main, ici en principal, donc encore une petite pause de 3 secondes avec le timer low power qui est alimenté avec une source de 1 kHz, donc du coup 3 secondes, ça correspond à 1500 cycles, donc on boucle dessus pour attendre. Et ensuite, on vient faire l'affichage des valeurs sur l'interface série et on reboucle sur la boucle principale. Et si on regarde ce que j'affiche au niveau des messages, voilà, ça vient chercher toutes ces valeurs-là, tac, 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 et ça les affiche. Donc au niveau du terminal, c'est ce qu'on observe lorsque l'on met en marche le système. Hop, voilà. On a le message de bienvenue avec la date de compilation de la chose, l'identification du CPU, l'oscillateur qui est bien configuré, et ici on voit toutes les mesures qui tombent toutes les 3 secondes à peu près. Donc les 20 mesures que l'on fait sur toutes les entrées du micro. Alors les valeurs ici sont farfelues complètement, à part pour les températures, puisque les entrées sont pas câblées, donc les broches sont en l'air, donc c'est en fonction du bruit que ça a, etc. Donc là, on va passer ensuite à une autre étape. Ça va être quelque chose de rigolo. Voilà. Donc dans main, là, où on a affiché les choses, on commente ici le bouclage sur principal. Je vais décommenter ces lignes-là, où on va aller chercher les valeurs converties et on va les écrire dans le DAC. Et comme le DAC répond en moins d'une microseconde, en bouclant toujours sur la lecture de cette valeur-là et de l'écriture dans la valeur du DAC, on devrait avoir le DAC qui suit la valeur de PT0, ADC1, SE11, et si sur cette entrée-là on met un générateur sinusoïdal, on devrait voir en fin de compte la réponse à la sinusoïde de ces conversions. Alors là on voit sur la courbe jaune le signal du gêné basse fréquence là, donc il est à 10 Hz,
de 0 ici à 3 volts 3. Et en vert, on voit la réponse du DAC. Alors, du fait de la résolution et puis de l'asynchronisme, on voit un glissement, en fin de compte, des paliers. Voilà. Hop, si on fait un arrêt, on voit bien tous les paliers qui correspondent, en fin de compte, au temps de Moyen-Âge des conversions analogiques numériques. Et ça devrait être de l'ordre de 4 millisecondes, d'après ce que j'ai calculé. Hop, ici, hop, on regarde là. 4,2 millisecondes, ce qui correspond bien au calcul. Donc ça, c'est le Moyen-Âge de 32 valeurs sur 10 canaux. Ça explique le temps. Et en modifiant le programme et en mettant les valeurs moyennées, on devrait obtenir des paliers beaucoup plus importants. On vient de voir les résultats des oscillogrammes avec un générateur en entrée sur les valeurs moyennées sur 32 valeurs. Si on veut voir les valeurs moyennées sur 1000 valeurs, il suffit de compiler là-dedans et d'injecter le programme qui va bien, et on va avoir de nouveaux oscillogrammes avec des paliers un peu plus longs. Donc en jaune, c'est toujours le signal à l'entrée analogique à 10 Hz. Donc du coup, le DAC fait des paliers de 32 moyenne de 32 acquisitions, ce qui fait un moyen-âge sur 1000 valeurs au total. Donc après les calculs, ça devrait prendre dans les 130 millisecondes. Hop. Donc un palier fait 131, 132 millisecondes, ce qui est conforme au calcul. Donc là, du coup, on voit bien que la trace verte ne suit pas le signal du GNBF parce que la fréquence est trop importante par rapport au Moyen-Âge. Donc on va baisser la fréquence. Donc on voit que là, ça commence à suivre un peu mieux. Et si on réduit vraiment... Voilà. Donc on voit bien que le DAC suit bien le GNBF. Et là, les valeurs, contrairement à précédemment, sont moyennées sur 1000 acquisitions, alors que précédemment c'était sur 32, pour réduire le bruit. J'avais fait quelques mesures de ce que donnait en termes de performance ces histoires d'interruption, donc en mettant des traceurs à l'intérieur du programme, en faisant commuter des ports. Par exemple ici, je dis qu'au niveau de la trace violette, là, la trace que l'on voit ici, c'est l'activité de la tâche de fond, puisqu'en fin de compte, je ne faisais que de commuter un port et ça ne faisait rien d'autre. Par contre, la trace jaune indique le début et la fin de la routine d'interruption. Et la trace verte, le temps de la partie d'initialisation de l'ISR qui a lieu à chaque fois qu'il y a une fin de Moyen-Âge. Donc ici, on est dans l'interruption qui dure le plus longtemps. On voit qu'on a une période ici entre l'arrêt de l'activité de la tâche de fond et l'entrée dans l'ISR qui est environ de 7 microsecondes. Donc c'est le temps de brancher sur la routine d'interruption et de faire un tas de sauvegarde de registre qu'il fait de manière automatique. Ensuite ici, de là à là, on a le temps du Moyen-Âge des 10 valeurs, d'accumulation des 10 valeurs. Donc ça prend à peu près 3,4 microsecondes. L'initialisation des variables que l'on voit ici et le transfert du résultat qui dure 2,6 microsecondes pour un temps total de la période ici où la trace violette est à 0, c'est-à-dire 13 microsecondes. Donc là, ça prend 13 microsecondes pour la partie, pour le temps le plus long d'interruption. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est quoi ça? Alors ça, c'était des mesures que j'avais fait avec le cœur à 50 MHz, et on voit qu'à 50 MHz, ça prend 4,6 millisecondes, c'est bien ce qu'on avait estimé de ce que pouvait durer en fin de compte le temps
du Moyen-Âge d'un canal sur 32 valeurs, les 4,6 millisecondes sur les 10 entrées analogiques. C'est ça, donc les 4,6 millisecondes. Ça, c'est quoi cette trace rigolote là? Hop. Ah oui, ça c'est pour vérifier en fin de compte le décalage qu'il y a entre les deux instructions, les deux blocs de conversion. C'est ce qui avait été écrit dans DMA init-ici. Voilà, c'est cette petite pause-là, c'est pour vérifier cette pause, en fin de compte. Hop. Ah ok, alors ça c'est en mettant ce petit programme-là, c'est d'écrire tantôt 0, tantôt la valeur maximum que peut avoir le DAC, et de voir le temps de réponse rail to rail du DAC. Quand on part de 0 à 3 volts, là on voit que c'est bien, c'est de l'ordre de la microseconde. J'ai dû probablement faire une mesure un peu plus zoomée. Ah, c'est celle-ci, je pense. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est la réponse du DAC lorsqu'on écrit, quand on part de 0 à 3 volts 3, on voit que ça prend 250 nanosecondes, quoi. Donc c'est excessivement rapide, hein. C'est pas le temps de réponse du DAC qui va nuire au suivi de la sinusoïde à assez basse fréquence et des paliers que l'on voit qui la suivent. Ensuite, on a quoi? Hop, hop. Ça, on les a vus en vidéo. C'est les mesures que l'on a vues en vidéo. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà, tous ces chronogrammes-là, ça me permet de vérifier que tout est cohérent et par rapport à ce qu'on attend par le calcul, de le vérifier par la mesure. Donc voilà. Voilà donc ce qui va clore le chapitre des mesures de toutes les entrées analogiques du calculateur d'injection par le micro NXP KV11. À la prochaine!